Alors fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau. Quand est-ce que j'ai rencontré Monique pour la première fois ? Vraiment, j'ai beau y réfléchir, y repenser, moi j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Alors oui, dans cette émission, il est possible que je l'appelle par son prénom, Monique. C'est contre-intuitif, lorsqu'on passe son temps en tant que féministe à se battre pour que les femmes soient appelées par leur nom complet, pour qu'on mette du respect sur leur nom, quoi. Mais Monique, c'est un peu différent. Monique, elle n'a pas eu de nom. Elle n'a pas eu de prénom, elle a disparu de notre histoire féministe française alors qu'elle a quelque part été, j'aime bien imaginer ça, la première Gouine de France. Wittig, c'est la théoricienne qui a changé ma vie en écrivant un jour que les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Wittig, c'est un nom qui claque pour une pensée révolutionnaire que les féministes des années 70 n'étaient pas tout à fait prêtes à entendre. Wittig, en gros, c'est quand même un nom pour la postérité. Monique, c'est un prénom qui rend réel ce monument de l'histoire lesbienne. Et je pense pas exagérer en disant qu'on s'attaque là, quand même, à un monument. Monique Wittig, elle a été une des premières féministes à parler de l'hétérosexualité, à expliquer que l'hétérosexualité était plus qu'une pratique sexuelle, que c'était un système politique. Il fallait être lesbienne, voir la société depuis la marge, pour mettre ces mots-là. Vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. Cette phrase-là, c'est celle qui est à l'origine de tout le podcast Camille. Et épisode après épisode, on passe notre temps à décliner cette phrase, à l'illustrer avec des exemples d'aujourd'hui. Parce que oui, on vit encore aujourd'hui en hétérosexualité. Donc pour cette émission hors série, j'avais envie qu'on retourne à la source et qu'on réexplique Wittig en allant à la rencontre de Monique. Je dis on parce que je suis avec Clémence Alzard. Elle est documentariste radio, passionnée, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, de Monique Wittig, fine connaisseuse de son œuvre, autrice d'une forme de biographie sonore de Monique Wittig pour France Culture dans l'émission Une vie, une œuvre. Il a évidemment été aussi question de Monique Wittig dans son documentaire Sortir les lesbiennes du placard qui était paru chez La Série Documentaire. Voilà, Clémence, bonjour. Bonjour. Alors, tu l'appelles comment toi quand tu penses à elle ? Plutôt Monique, plutôt Wittig. Comment je l'appelle quand je pense à elle ? Alors quand je pense à elle, peut-être comme compagnonne de pensée, que j'entame ce dialogue que j'ai avec elle pour m'aider à penser, je l'appelle Wittig, parce que c'est avec elle que je réfléchis, avec Wittig que je réfléchis à c'est quoi être lesbienne dans cette société hétérosexuelle, comme tu le disais. Ça veut dire quoi un point de vue lesbien, en quoi le lesbianisme peut être une position révolutionnaire, etc. Et voilà, essayer de percevoir ce qui nous semble aller de soi dans cette société hétérosexuelle et comment est-ce que ce point de vue lesbien, il est une perspective singulière et qui nous permet justement de traquer ce qui nous semble naturel. Là, je l'appelle Wittig. Et peut-être dans un rapport un peu plus intime, mais aussi un peu ironique à elle, je l'appelle Monique. Je me suis fait tatouer Monique, d'ailleurs. Oui, cette information voilà. Est vraie. Elle a marqué Monique sur son épaule. Ouais, dans un cœur, bien sûr. Et ce n'est toujours pas une blague. Et voilà, donc c'est parti d'une blague. Et Monique Wittig a beaucoup d'humour, donc c'est aussi pour m'inscrire dans son sillage, comme ça. Mais voilà, c'est un tatouage très old school, donc dans la tradition du tatouage. Et je me suis dit que peut-être, un peu comme Monique Wittig, je pouvais subvertir la tradition et puis y mettre Monique et puis qu'elle m'accompagne, puisque c'est ce qu'elle fait. C'est une compagnonne de pensée et de vie. Donc voilà, elle m'accompagne aussi sur mon épaule. Elle représente quoi, du coup, quelque part ? Si tu l'as sur ton épaule, c'est qu'elle représente quelque chose d'important pour toi, mais tu aurais quel mot pour définir ça ? Peut-être que le mot de... Enfin, le compagnonnage, c'est un mot qui me vient parce que je pense que c'est ce qu'elle est, en fait. J'ai de penser avec elle, donc cette espèce de dialogue que j'ai avec elle. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais mis en place ce dialogue avec elle il y a quelques années. Je m'en suis rendu compte en réfléchissant un peu à cette émission. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, au cœur de son œuvre, de Monique Wittig, il y a cette question du dialogue avec les œuvres passées, avec les œuvres existantes. Elle se réfère beaucoup aux œuvres passé, dont elle est imprégnée et dont on est imprégné collectivement, et aussi ces protagonistes en général dialoguent un peu entre eux, et c'est ce dialogue-là qui permet
de faire accoucher d'une pensée, des idées. Et en fait, je me suis dit, ah ben moi aussi, en fait, je dialogue avec elle comme ça. Et je m'en étais pas rendu compte. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça aussi la force de son œuvre et de sa pensée, c'est que, bah voilà, en fait, des années après, on se dit, ah ouais, elle m'a modifié à cet endroit-là, quoi. Voilà ce que j'ai mis en place, moi aussi, en pensant avec elle. Et oui, je pense que c'est ça. Elle modifie, et puis on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Et puis voilà, ça ressurgit comme là. Donc voilà. On va un peu dialoguer avec tout ce qu'elle a, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'elle a pu produire comme œuvre littéraire là au cours de l'émission. Et pour comprendre un peu d'où tout ça commence, il faut qu'on parte déjà de sa naissance en 1935 à Dannemarie dans le Haut-Rhin, qui est un tout petit bled de 1000 habitants entre Belfort et Mulhouse, si je dis pas de bêtises, le long du canal Rhin-Rhône. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions qu'il y ait le canal Rhin-Rhône dans une émission. Je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est cool. Elle est née là-bas en 35 et elle grandit du coup avec une sœur dans une famille assez modeste. Comment ça se fait qu'on connaît un petit peu quelle était son enfance à Monique Wittig? Alors, on ne connaît pas grand-chose. Ce qu'on sait, effectivement, c'est qu'elle est née à Dannemarie, en Alsace, qu'elle y est retournée quelquefois parce qu'elle y avait de la famille. En fait, assez rapidement, leur père est mobilisé. Donc, on est en 35, peu de temps après éclate la guerre. Et donc, elles vont en Franche-Comté. Elle a effectivement une petite sœur, Gilles Wittig. Gilles pour Gilberte. Gilles pour Gilberte, exactement. Mais elle s'était renommée. Et puis, oui, elles grandissent. Donc, Gilles a 3 ans de moins qu'elle. Et elles vont être, oui, très, très souvent ensemble. Monique Wittig l'accompagne à l'école. Et elles vont... je ne sais pas si on va regarder les photos maintenant. Allons-y. Voilà. Donc, là, on est déjà en Franche-Comté sur cette photo. Donc, Monique Wittig est debout. Et c'est leur maman. Gilles Wittig est dans son fauteuil en osier. Et j'aime bien, en fait, ces photos, elles sont tirées d'un court ouvrage qui est paru à la mort de Monique Wittig, qui s'appelle Ma sœur sauvage. C'est Gilles Wittig qui a édité des photos. Voilà, c'est cet ouvrage. On a tout le matériel avec nous sur scène. Voilà, pour ceux qui nous écoutent un podcast, on est en train de projeter donc les photos qui sont issues d'un livre qui s'appelle Ma sœur sauvage, que j'ai donc entre les mains. Voilà. Édition extrêmement rare. Il n'y a que Clémence Alzard pour l'avoir dans cette bibliothèque. Pas tout à fait, mais c'est vrai que... Voilà. C'est quand même très rare comme objet. Et en fait, oui, sur la première photo, on voyait par exemple Gilles assise sur un petit fauteuil en osier. J'aime bien cette légende. Elle dit, Gilles, que elle était souvent assise sur son fauteuil en osier. Elle a 2 ans, Monique a déjà 5 ans. Et en général, Monique, elle tourne autour de son fauteuil en osier. Elle lui dit, viens, on va courir ensemble. Et elle dit qu'elle court comme un petit cheval rétif et qu'elle a une espèce de frénésie comme ça de vie. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à L'Opoponax à ce moment-là, son premier roman publié, où on suit des groupes d'enfants qui sont aussi dans une espèce de frénésie, on court après eux tout le temps. Et même si Monique Wittig refuse de dire que ce roman était autobiographique, on y décèle quand même des petites choses, notamment par exemple les paysages, là, voilà, du Rouergue, donc où elle a grandi, et puis là, toutes les deux, donc sur une balançoire. Aussi, Gilles et Monique seule sur sa balançoire. Apparemment, elle détestait ses tenues. Voilà. On vous laisse juger du style. On vous présente toutes ces photos aussi parce que c'est extrêmement rare d'avoir de la documentation en fait sur Monique Wittig. Il y a très peu de choses, très peu de textes, très peu de photos qui sont disponibles et donc en fait les présenter, c'est aussi montrer que ces éléments existent mais qui ne sont pas forcément accessibles au grand public. On en reparlera peut-être un petit peu sur l'accessibilité ou pas de tout ce qui concerne Monique Wittig. C'est aussi rare parce que tu m'expliquais qu'elle n'aimait pas du tout en fait se raconter. Ouais. Elle avait un espèce de refus aussi de l'anecdote biographique. Donc c'est vrai qu'elle parle peu d'elle et qu'on est un peu face à des fragments un peu de sa vie. Il y a ce qu'elle a mis dans ses textes, bien sûr, qui nous donnent des indications. Mais c'est vrai que dans les interviews, elle est assez taiseuse en fait sur ce qui la concerne. Plus des éléments biographiques. Donc oui, en fait, c'est assez rare de pouvoir un peu reconstituer... des bribes de vie. En même temps, c'est peut-être pas aussi le plus intéressant parfois, la biographie pure. Je sais pas, on a quand même envie de fangirler un petit peu, savoir quelle était. On pourrait dire quoi de son caractère, parce que du coup, c'est pareil. Éclaire-nous. Elle était comment? Je sais pas, son caractère, ses hobbies. Discrète, apparemment, très discrète. Elle était, je crois,
si on parle d'elle, par exemple, dans le mouvement féministe, oui, c'était plutôt... à la fois, elle avait une aura... elle était déjà écrivain, elle était déjà un peu connue, elle avait apparemment quand même une capacité à galvaniser, mais pas comme on harangue des foules, comme un leader charismatique, mais parce qu'elle avait une justesse aussi dans les mots, une précision dans ce qu'elle arrivait à penser, à mettre en mots du langage politique. Donc elle était... mais en même temps, oui, on l'a décrit comme très discrète, pas forcément... oui, très, très prolixe. Voilà. Et là, quand même, on peut dire qu'on est sur... une butchness. Alors là, on commente une photo, la dernière photo qu'on va diffuser aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Vous ne verrez pas à quoi ressemble du coup Monique Wittig en version grosse Dyke Energy, on dirait ça comme ça, ouais. Vers 18-19 ans. Voilà. Et Gilles aussi. Hein. Et Gilles aussi, donc on peut dire qu'on a quand même un tandem, on va quand même préciser, on est dans les années 50 là, donc en termes 50, début 60. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, fin 50. Bon, voilà, en termes de style, on peut dire, voilà, cheveux courts, on peut dire qu'on est sur quelque chose de très masculin, quoi. Pas forcément... Voilà, de butch, ouais. Voilà. On mettra le mot de butch. Alors justement, années 50, début 60, elle va faire des études, elle va à Paris, et pour l'instant, personne ne la connaît parce qu'elle n'a pas encore sorti son premier livre que tu as mentionné tout à l'heure, qui s'appelle L'Opoponax. Elle le sort en 64, et donc là, c'est la première fois que le monde découvre Monique Wittig. L'Opoponax, qu'est-ce que c'est comme roman? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À quoi ça ressemble? Comment tu pourrais nous décrire, puisqu'on ne va pas en lire un extrait, à quoi ça ressemble ce livre? L'Opoponax, c'est un roman qui a une narratrice qui s'appelle Catherine Legrand, donc qui a une petite sœur, Véronique Legrand, mais c'est surtout un groupe d'enfants qu'on suit dans ces aventures. On est vraiment placé à hauteur d'enfants et on a aussi, on ressent avec eux tout. Je sais pas, les sensations physiques les odeurs d'un champ de fleurs, les bruits de la nature. On est comme ça en train ils courent partout et puis tout est un peu mis au même niveau. Un petit caillou par terre, la mort de la mère d'un de ses camarades de classe, à Catherine Legrand, et donc on suit comme ça un groupe d'enfants et on suit surtout quand même Catherine Legrand qui se distingue au fur et à mesure du récit. Et elle se distingue parce que un autre personnage surgit, et ce personnage c'est Valérie Borges, et Catherine Legrand tombe amoureuse de Valérie Borges. Et je sais pas si on le dit tout de suite, mais en tout cas c'est vrai que ce qu'elle met en place, Monique Wittig, avec ce roman, donc avec le pronom indéfini on, qui nous fait suivre comme ça un groupe et où il y a pas de marque de genre, c'est très indistinct, indéfini. On est à la fois un groupe de petites filles, un groupe de petits garçons. Enfin, le genre grammatical est pas marqué, ce qui va être central dans l'œuvre de Wittig, cette question du genre grammatical. Mais là, quand même, ce qui fait advenir un sujet, c'est la naissance du sentiment amoureux et puis comment Valérie Borges va prendre toute la place pour Monique Wittig. Et puis l'Opoponax, c'est justement ce qu'elle n'arrive pas à nommer. Donc elle est un petit peu déroutée par ce sentiment amoureux parce que quand on est une petite fille, tombe amoureuse d'une autre petite fille, c'est déroutant. On sait que ça n'existe pas, on n'a pas de représentation de ça. Et donc, elle nomme l'Opoponax, cette espèce de formule magique, mystérieuse. Et elle fait des traits comme ça sur son pupitre et elle essaie de nommer l'Opoponax, elle n'y arrive pas. Donc, elle cherche et puis voilà. Je ne sais pas à quel point je dois parler, mais... Attends, on peut déjà faire une pause et dire qu'il y a quand même deux informations très importantes dans ce que tu viens de nous donner. Déjà qu'on parle quand même d'un livre sorti en 64 qui parle du sentiment amoureux entre deux filles, fillettes, femmes, peu importe le terme qu'on utilise, et qui a reçu le prix Médicis en 64. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'il y avait dedans qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le bouquin en fait pour que ce soit primé alors que ça parle d'une histoire d'amour lesbienne quand même? Alors c'est vrai qu'il y a eu un engouement critique très clair pour ce livre qui s'inscrit peut-être aussi dans un contexte particulier, c'est que
c'est qu'elle est donc elle publie aux éditions de Minuit, comme les autres auteurs du nouveau roman, donc ce courant littéraire aussi du début, fin des années 50, début des années 60, qui s'attache à déconstruire les formes conventionnelles du roman. Donc on travaille beaucoup sur la forme, on n'est justement pas on est dans un récit qui peut être très déstructuré, où il y a toute une recherche sur le langage, sur qu'est-ce que provoquent les mots, est-ce qu'on peut subvertir, détourner le sens des mots. On donne pas aussi beaucoup d'éléments biographiques, là aussi, de ces personnages. On fait confiance aussi au lecteur pour aller saisir autre chose, percevoir d'autres choses sur les personnages sans dire il est né là, il est mort là, il a fait ci, il a fait ça. Et donc c'est un récit c'est un roman qui est très empreint du nouveau roman, donc qui a pas du tout dans une forme conventionnelle, donc il est plébiscité par les nouveaux romanciers, donc Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, qui est absolument centrale dans la pensée de Wittig, puisqu'elle dit qu'elle est la plus grande écrivain qui soit. Elle dit écrivain. Nathalie Sarraute. Et elle dit écrivain, Wittig, ouais. Car oui, c'est pas une faute quand on dit Monique Wittig, féministe écrivain, c'est qu'elle se définissait elle-même comme ça. Oui. Moi par exemple ça a été une grande question pour moi quand j'ai fait Une vie neuve sur Monique Wittig. J'ai décidé de l'appeler Monique Wittig lesbienne révolutionnaire écrivain, pardon, un truc comme ça. Gros bug. Lesbienne révolutionnaire écrivain. Et oui, je me suis dit, bon, est-ce que c'est bizarre de pas dire écrivaine avec tous les débats contemporains qu'on a sur l'écriture inclusive, et c'est important de faire exister les femmes écrivaines, et de dire qu'il s'agit d'une écrivaine. Après, je me suis dit, en mettant lesbienne révolutionnaire, bon, ça donne une petite indication. Légère, enfin rien. Et en même temps, puisque pour elle, c'est très important de dire justement qu'il n'y a pas d'écriture proprement féminine, qu'en fait, ça n'existe pas. Quand on écrit, on est, on propose, et que justement, cette différence des sexes, on va pas la reproduire à cet endroit-là, elle n'a été créée que pour dominer les femmes. Donc effectivement, cette indistinction aussi du genre, je me suis dit que j'allais pas la recréer. Et d'autres l'ont dit avant moi, bien sûr. Et elle-même, du coup, c'est ce qu'elle fait en se disant écrivain, tout en ayant une écriture qui est, avec un point de vue lesbien. Elle nous dit bien, oui, non, je ne suis pas un homme et je suis écrivain. Ouais. Ce qui me permet d'arriver au deuxième point de ce que tu as mentionné tout à l'heure en parlant de l'Opoponax, qui est les questions des pronoms utilisés. Alors, dans toute cette émission, on va faire des petits points récurrents sur c'est quoi le bail avec les pronoms. Monique, s'il te plaît. Dans l'Opoponax, il y a le pronom on tout du long. Et donc, l'histoire est racontée avec le pronom on. Et donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, il me semble. En tout cas, ça pas sur un roman entier comme ça. Et donc, on peut dire que la question du pronom utilisé dans la littérature de Monique Wittig, ça vient justement de cette réflexion qu'elle a sur quelle est la différence, en fait, quelle est les marques du genre présentes dans la littérature. Et ça va irriguer tout ce qu'elle va écrire et tout ce qu'elle va penser aussi comme théorie ensuite. Et donc ça, c'est la première pierre, c'est 64, l'Opoponax avec le on, du coup. Ouais. En fait, elle dit que le langage, c'est sa machine de guerre. Donc, à la fois que le langage, en fait, il reproduit une domination dans la langue, puisque, le masculin l'emporte sur le féminin. Comment est-ce que, du coup, le langage même efface les femmes? Des questions pas du tout actuelles, d'ailleurs. On n'en parle pas du tout en 2021, ces questions-là. Elle est effectivement très, très actuelle, de toute manière. Et donc, en fait, elle va s'attacher à essayer de démarquer la langue, donc en enlevant cette question du genre grammatical, et comment est-ce qu'on peut le contourner dans la langue, comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Et justement, le on, comme pronom indéfini, il permet de ne pas genrer, justement, et de ôter la marque du genre. Elle dit les femmes sont marquées au fer rouge dans la langue. Donc effectivement, il lui permet de faire advenir autre chose qui n'est ni des femmes ni des hommes, en fait, autre chose. Elle dit qu'elle veut rendre les catégories de sexe obsolètes par le langage, et du coup, c'est aussi ce qu'elle va faire d'une autre manière avec un autre pronom, dans son deuxième livre qui est sorti en 69, qui s'appelle Les guerrières. On va en écouter un extrait. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout de fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence.
Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elles alors entonnent le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les mots dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à 3 pieds ». Alors, ce qu'on entend là déjà avec cet extrait, c'est que elles, donc ce pronom qu'elle utilise, le elles au pluriel, elles ont manifestement gagné une guerre. Et c'est ça dans Les Guerrières. On commence ce roman avec manifestement des guerrières, enfin ce elles au pluriel qui est sorti, elles sont sorties victorieuses d'une guerre, et puis au fur et à mesure du roman, en fait, on va remonter le temps, et donc la fin du roman est en fait le début de l'histoire. Et en fait ce elle au pluriel, ce pronom, il permet à Wittig de dire que finalement elles ont dérobé au il l'universalité, justement. Donc on n'est plus dans l'universel masculin, mais on n'est pas non plus dans un universel féminin, puisqu'elle se refuse à recréer justement une idée de féminitude ou de féminité. Mais en fait au terme de cette guerre entre le elle et le il, les elles ont gagné, elles sont maintenant universelles, mais elles vont pas recréer ce que le il a fait, c'est-à-dire que, donc il y a aussi beaucoup d'humour, mais il y a par moments dans Les Guerrières, elles parlent de l'anneau vulvaire, et donc elles font des cercles comme ça, et elles représentent la vulve, puis au bout d'un moment elles se disent ah ouais non, en fait on va pas du tout faire ça, on va pas faire ce que les phallocrates ont fait eux, donc avec je dis phallocrate aussi parce que du coup avec ce truc de on va ériger des trucs donc à la gloire du phallus, etc. Donc elles se disent non on va pas nous être dans ce symbolisme là en fait ridicule. On a gagné la guerre, mais on a une autre proposition politique en fait. Et ce qui est hyper drôle, c'est que c'est quand même un roman, enfin drôle, je sais pas, mais on est en 69, le mouvement des femmes n'existe pas, le MLF n'existe pas encore. Il y a un mouvement social de 68, donc c'est un an après 68, c'est un an avant la création du MLF. On est quand même déjà sur une notion il y a une forme de guerre ou de rassemblement des femmes. Il y a plein de mentions dans le livre de soyez un recueil entre femmes, entre vous, faire une forme d'union, etc. Et pourtant, elle pose déjà, en 69, une des pierres de sa pensée hyper importante de dire on ne faut pas qu'on tombe comme tu dis, dans un essentialisme, en fait. Et être femme, c'est pas juste une question d'avoir... Il y a cette mention de vulve qui vole au début des Guerrières, c'est vraiment lunaire. Allez lire, si vous voulez avoir des scènes un peu étranges de vulves telles des papillons dans les airs, c'est très chelou. Et elle dit, mais non, en fait, c'est pas ça. On n'est pas des femmes pour des questions biologiques, on est femmes pour autre chose. On va arriver sur le autre chose, mais c'est quand même assez dingue comme roman. À l'époque, comment c'est reçu en 69, un livre pareil ? Par les féministes, et notamment aux États-Unis, c'est reçu comme une œuvre complètement prophétique, parce que c'est vrai que ça paraît quand même un peu... c'est très surprenant qu'elle ait réussi à écrire Les Guerrières alors qu'on est dans un mouvement féministe balbutiant. Elle est évidemment imprégnée des mouvements sociaux qui existent déjà, puisque pendant les mouvements étudiants, il y a quand même des groupes de femmes qui se forment, donc dans les universités, mais aussi dans les partis politiques. On commence quand même à se réunir entre femmes, puisque par exemple un groupe auquel elle va participer, qui s'appelle FMA, donc qui s'appelait au début Féminin Masculin Avenir, puis qui va être renommé Féminin Marxisme Action, qui ressemble un petit peu plus à la pensée de Wittig. Un tout autre programme quand même, si on le dit comme ça. C'est clair, il n'y a plus d'avenir avec le féminin et le masculin. Ouais. Mais du coup,
oui, elle est en termes de réception. Alors moins côté critique littéraire, là pour le coup, on s'éloigne un petit peu. Elle sort des cercles littéraires pour aller dans les cercles militants, déjà dans la réception de son œuvre. Oui, elle met des mots. Enfin, en plus c'est une espèce d'épopée, donc il y a un truc un peu galvanisant aussi à la lecture. Et elle, dans cette utopie guerrière où elle fait gagner ce « elle » au pluriel, je pense qu'elle donne aussi plein d'armes intellectuelles, théoriques à des militantes qui ont besoin de cette utopie-là pour la mettre en pratique aussi dans leur action politique. Donc, je pense qu'elle donne une espèce de force et de force. Raison sur force. Ouais. Tu as dit donc militantisme, marxisme. Faut quand même qu'on dise à côté qu'elle n'a pas juste écrit des textes dans son coin. Cette époque-là, elle est quand même extrêmement active dans les milieux militants, puisque si on prend déjà juste... alors, on était à 69 les guerrières, 70 création du MLF. Elle contribue en fait à la naissance, on va dire, au moins symbolique du MLF, en étant présente, tu me corriges si je me trompe sur les dates, en août 70, sous l'Arc de Triomphe, avec d'autres femmes. Est-ce que tu nous racontais la scène? Est-ce que je la raconte? Ouais. Alors, cette scène-là, donc août 70, il y a effectivement un petit groupe de femmes, une dizaine de femmes, dont donc Monique Wittig, Christine Delphi, qui est aussi une autre figure du féminisme matérialiste et du MLF, mais aussi Capti Bernheim, Namaskar Shaktini. Enfin, bon, ce petit groupe de femmes veut rendre hommage aux militantes féministes américaines qui célèbrent qui ont entamé une grève aux États-Unis et qui célèbrent, elles, les 50 ans des suffragettes aux États-Unis. Elles veulent faire cette action symbolique qui va effectivement être l'acte de naissance médiatique, en fait, du MLF. Et elles veulent déposer, donc, à plus inconnu, une gerbe, à plus inconnu encore que le soldat inconnu, sa femme. Donc elles vont sous l'Arc de Triomphe, elles se feront embarquer par la police et ce sera... oui, un événement médiatisé qui dira, voilà, un mouvement de libération des femmes est né en France. Après, il y a quand même quelques mois auparavant un autre moment important qui est la parution dans l'Idiot international d'un texte qui s'appelait originellement Combat pour la libération des femmes, qui a été renommé Combat pour la libération de la femme, ce qui est ironique puisque Wittig a quand même passé sa vie, son œuvre, à essayer de détruire le mythe de la femme. Était renommé par un homme? Comment? C'était renommé par un homme, au hasard? On pense. Ok. L'histoire ne le dit pas, mais quelque part. Forte chance. Peut-être. Mais ouais. Et donc ce texte paru dans l'Idiot international, il pose un peu les bases, les jalons du MLF. Il va justement dire qu'il faut lutter en tant que femme, s'insérer dans ce mouvement social, dans cette effervescence politique qui existe encore évidemment au début des années 70, et dire par exemple que, elle a déjà une approche marxiste par exemple, ce qu'on peut dire de ce texte-là, c'est-à-dire que il y a un impensé dans le marxisme, c'est que c'est les femmes, ce sont Surprise. les femmes, et qu'en fait les femmes sont aux hommes ce que le prolétaire est aux bourgeois, et donc les jalons théoriques du féminisme matérialiste sont déjà posés dès ce texte-là. Comme ça, ouais, en disant que voilà, la femme, l'homme est le bourgeois, la femme est le prolétaire dans le foyer. Et donc c'est ça, on parle de ça quand on parle de féminisme matérialiste, qui est en fait du coin féministe marxiste, qui a inspiré de cette pensée au départ plus sur des rapports économiques. Mais ce sera important pour tout à l'heure, pour expliquer d'autres trucs. Ouais, c'est de dire qu'en fait le patriarcat se nourrit d'un rapport d'exploitation économique aussi, et que la lutte des classes, c'est aussi une lutte des classes entre la classe des hommes et la classe des femmes. Voilà. Je vous laisse imaginer qui gagne. On va pas spoiler. On est années 70, elle est dans les mouvements, les groupes du MLF. Elle n'est pas la seule lesbienne. Et au bout d'un moment, les lesbiennes disent bon, en fait, on aimerait bien avoir une place aussi quelque part. Je vais faire très très rapide pour en parler hyper longuement. Si vous êtes intéressé par la place des lesbiennes dans le MLF, il faut absolument aller lire les travaux de Ilana Eloi, qui en parle extrêmement bien. Et donc, dans tous les cas, en fait, Monique Wittig, avec d'autres lesbiennes, crée les Gouines Rouges en 71, qui est du coup le premier mouvement politique lesbien de France, en gros. On peut dire ça comme ça. Et ça n'a pas duré très très longtemps, les Gouines Rouges, mine de rien, mais c'est quand même symboliquement une première action, la première action peut-être politique lesbienne. Ouais. Elle est quand même importante pour ça aussi, mentionnons-le.
En fait, de toute manière, la plupart des... Enfin, il y a beaucoup de collectifs qui se créent, qui se défont dans ces années-là. Faut imaginer quand même une espèce d'ébullition, d'envie de se retrouver. Donc, on crée des groupes de femmes qui vont être centrés sur... je sais pas moi, sur le travail domestique par exemple, ou qui vont être spécifiquement sur les violences sexuelles, sur l'avortement bien sûr. Donc il y a plein de groupes comme ça où les femmes, des femmes se regroupent et puis vont travailler sur un sujet spécifique. Il y a quand même effectivement un endroit où manifestement on n'a pas le droit de se réunir entre nous, c'est pour parler de lesbianisme. Là il y a une espèce d'incompréhension un peu, on dit ah bah oui, donc vous voulez vous retrouver entre lesbiennes, il faut montrer sa carte de lesbienne, comment ça se passe. Donc il y a un peu une crispation au sujet de cette question du lesbianisme. Et donc peut-être juste avant les Gouines Rouges il y a le phare, parce que je pense que c'est donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, et les Gouines Rouges elles seront à la fois une émanation du phare et du MLF, puisque le Front homosexuel d'action révolutionnaire, il décide, ce sont des homosexuels masculins et des lesbiennes qui se retrouvent et qui là vont commencer à critiquer les hétéroflics, qui vont nommer l'hétérosexualité, qui vont nommer ce qu'on appellera plus aujourd'hui l'hétéropatriarcat. Et sauf qu'en fait même là, au sein du phare, il y a une difficulté pour les lesbiennes pour s'exprimer. Il y a une place plus importante des gays qui est prise. Et donc du coup effectivement au bout d'un moment, ça c'est ce que Christine Delphi raconte, elles sont en train de distribuer un magazine, je sais plus lequel, dans la rue, et elles se font insulter de Gouines Rouges, et en fait elles se disent ah bah ouais, complètement. Nickel, ok. Lesbienne et marxiste, parfait. Ouais. Gouines Rouges, c'est parti, allons-y, quoi. Et en gros, s'en suivent dans ces années-là, en fait, j'accélère un petit peu parce qu'on pourrait en parler pendant vraiment des heures, sans déconner. Mais en gros, une opposition où, donc tu l'expliques très bien, les lesbiennes n'ont pas leur place dans les mouvements qu'on appellerait aujourd'hui LGBT, n'ont pas leur place dans les mouvements qu'on appellerait aujourd'hui féministes. Bonjour, un cas d'intersectionnalité incroyable. Réfléchissez à ça chez vous. Et donc, du coup, elles font leur propre mouvement, etc. Monique Wittig, elle va se retrouver quand même, mine de rien, assez, je vais pas dire ostracisée, peut-être pas le mot est un peu fort, mais en tout cas en opposition avec beaucoup de féministes dans les années qui suivent. On va dire qu'entre 60, jusqu'à 75, en gros, elle est quand même dans une position assez inconfortable vis-à-vis d'autres têtes du mouvement, si on peut appeler ça comme ça. Comment est-ce qu'elle le vit, cette période, elle ? Disons qu'en fait, à l'origine même du MLF, il y a des tensions, puisque, déjà, même utiliser le singulier pour parler du féminisme de ces années-là, c'est déjà compliqué, presque une erreur, parce que donc il y a le féminisme matérialiste, on en a parlé, mais il y a aussi un courant qu'on dit différentialiste, où là qui s'attache à dire qu'en fait il y a des espèces de différences essentielles entre les hommes et les femmes, donc c'est l'éternel féminin, il y a vraiment une spécificité à être femme, puisque on peut donner la vie, on a un utérus, voilà, c'est la matrice originelle, etc. Et donc ce courant qui est représenté par Antoinette Fouque, Hélène Cixous, qui sont en fait par ailleurs aussi des femmes qui vont ne pas se revendiquer féministes, mais déposer quand même à l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, le nom du MLF. Bon. C'était ton tacle perso. Comment ? C'est ton petit tacle perso. Alors, je suis pas la première à tacler Antoinette Fouque, mais c'est vrai que, en tout cas, il y a eu une forme d'appropriation comme ça du mouvement par ces féministes-là. Et en fait, Wittig, dès le début, elle est en colère contre ce féminisme donc qu'on dit différentialiste, et donc il y a cette lutte de pouvoir interne déjà. Et puis après, au fur et à mesure, au sein même de ces rangs, on peut dire matérialistes, oui, il va y avoir des crispations autour de la question de l'hétérosexualité, de nommer l'hétérosexualité non plus, comme tu le disais en intro, comme une simple pratique sexuelle, mais comme un système social, politique, comme un régime de domination qui permet qui permet au patriarcat d'exister, puisque les hommes créent les femmes et que du coup, ces catégories-là sont créées par l'hétérosexualité. Et sauf que ça, nommer le lesbianisme, non plus comme, on est toutes des sœurs, et puis peut-être que de temps en temps, l'homosexualité féminine est possible dans le mouvement, mais comme un peu... oui, ça va poser problème. Ça va poser problème quand on décide de le publiciser, parce que tout à coup, ça pourrait disqualifier le mouvement, puisqu'évidemment, il faut imaginer des tensions en face. Il y a un mouvement féministe, donc il y a aussi
des critiques enfin, je veux dire, conservatrices, quoi, qui disent, bien sûr, c'est juste un groupe de lesbiennes mal baisées, etc., ce genre de choses. Donc, il ne faut pas disqualifier le mouvement, donc il faut que les lesbiennes ne soient pas trop visibles. En même temps, elles sont à l'origine aussi. Enfin, je veux dire, l'Arc de Triomphe, c'est pratiquement que des lesbiennes. Mais donc, il ne faut pas qu'elles soient... Elles sont force politique. Elles sont là pour poser ces premières pierres à l'édifice d'un mouvement féministe français. Mais il ne faut pas qu'elles parlent d'elles, de leur vécu spécifique, de leur oppression spécifique, etc. Et du coup, pour parler de ces spécificités, Monique Wittig, elle va quand même faire quelque chose d'assez énorme. Elle va sortir un livre qui s'appelle Le corps lesbien en 73. Et là, on écoute un extrait aussi. Si quelqu'une dit ton nom, je crois que mes oreilles vont tomber lourdement par terre. Je sens mon sang devenir plus chaud dans mes artères. Je perçois tout d'un coup les circuits qui l'irriguent. Un cri me vient du fond de mes poumons à me faire éclater. J'ai peine à le contenir. Je deviens brusquement le lieu des plus sombres mystères. Ma peau se hérisse et se couvre de taches. Je suis la poix qui brûle les têtes assaillantes. Je suis le couteau qui tranche la carotide des agnelles nouvelles-nées. Je suis les balles des fusils mitrailleurs qui perforent les intestins. Je suis les tenailles rougies au feu qui tenaillent les chairs. Je suis le fouet tressé qui flagelle la peau. Je suis le courant électrique qui foudroie et tétanise les muscles. Je suis le bâillon qui bâillonne la bouche. Je suis le bandeau qui cache les yeux. Je suis les liens qui retiennent les mains. Je suis la bourreleuse forcenée galvanisée par les tortures. Et tes cris m'emportent d'autant plus, ma plus aimée, que tu les contiens. À ce point-là, je t'appelle à mon aide Sappho, mon incomparable. Donne-moi les doigts par milliers qui adoucissent les plaies. Donne-moi les lèvres, la langue, la salive qui attirent dans le lent, le doux, l'empoisonné pays, d'où l'on ne peut pas revenir. Alors, il faut quand même vous dire que si aujourd'hui le mot lesbienne ou lesbien est déjà compliqué à prononcer, en 73, c'est quand même encore une autre mayonnaise. Et concrètement, la couverture du livre que vous voyez derrière vous si vous êtes avec nous dans la salle, donc le corps lesbien avec tous ces mots, cyprine, la bave, la mort, le cérumen, on peut dire qu'à l'époque, c'est quand même, quel est le mot révolution, choc, un scandale. Ouais, oui, écrire le corps lesbien, ne serait-ce que... Enfin, qu'est-ce que c'est le corps lesbien ? Qu'est-ce que ça provoque ? Enfin, j'arrive pas trop à me souvenir ce que ça provoqué en moi de lire c'était évidemment pas en 73, mais de lire ce titre. Mais c'est vrai que oui, c'est évidemment un choc à l'époque. C'est un choc pour les lesbiennes qui découvrent ce livre. Et puis oui, la cyprine, la bave, la salive, la morve, la sueur, les larmes, et tout ce qu'elle va s'attacher à raconter dans ce roman qui est tout le langage clinique qu'on peut mettre sur le corps. Et puis là, sur le pronom, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est un JE scindé en deux. Ça ne s'entend pas lu, mais du coup, tous les pronoms dans le livre, donc le je, à chaque fois, est coupé en deux. Donc il y a le J, une barre, le E, et c'est pareil pour les pronoms aussi, mon, ma, qui sont aussi coupés. Ouais, exactement. Comment analyses-tu cela ? Voilà, moi je suis pas théoricienne de la littérature, mais en tout cas ce que ça m'a fait à moi, au-delà du fait que j'ai été très déroutée par ce texte, parce que donc il y a des longues comme ça litanies de mots, donc où elle nomme le corps, donc avec ce langage effectivement clinique, mais dont on se dit bah oui, c'est ça aussi les mots posés sur nos corps, puis avec ce JE coupé en deux. Oui, est-ce que c'est ce sujet lesbien et ce corps lesbien qui en fait n'est pas encore advenu, qui n'existe pas encore, qui a été ou effacé ou en fait incapable pour l'instant en tout cas d'exister. Puis vu que c'est une adresse comme ça, un dialogue avec son amante aussi, et ben en fait ce jeu il émerge aussi dans ce dialogue. Cette subjectivité-là lesbienne dans ce dialogue avec son amante qui parvient à émerger au fur et à mesure. Puis après là, je me suis dit aussi
En y réfléchissant, ce M coupé en deux, par exemple, elle appelle son amante dans ce livre mon plus beau requin ou ma louve, et avec donc toujours ce slash, bah aussi elle se l'approprie jamais, son amante, quoi, et elle est jamais à elle complètement possédée par même dans l'amour, et elle n'est pas genrée. Tu me disais ça aussi avant qu'on arrive sur scène, c'est pas genré. Et donc je reviens à ce que tu as dit au début de l'émission. Le langage pour Monique Wittig, c'est l'arme du politique, c'est de faire advenir en fait quelque chose qui est compliqué à réaliser dans la réalité, c'est-à-dire dépasser en fait les catégories de genre et les deux sexes à l'époque, et donc du coup de permettre en fait quelque chose qui ne soit pas genré. Donc même dans son écriture, dans un livre qui s'appelle Le corps lesbien, elle ne genre pas, ou elle genre de multiples manières en fait la personne qu'elle nomme. Ouais, ça, en fait, c'est juste que le masculin et le féminin, son usage de ces genres grammaticaux-là, il renvoie plus à une quelconque réalité biologique. Donc effectivement, son amante, elle peut être genrée au masculin avec mon plus beau requin, ou au féminin avec ma louve, et ça renvoie pas à cette chimère de la différenciation sexuelle. Et ce jeu sur le genre des personnages stars en littérature, elle le poursuit dans un texte, nous allons faire une lecture ensemble, sur un texte qui s'appelle Le voyage sans fin, qui n'a pas encore qui a été publié qui a été écrit, qui a été joué, parce que c'est une pièce de théâtre en 85, et en fait, c'est l'histoire de Don Quichotte, mais aux versions féminin, mieux que ça, Don Quichotte version lesbienne. Et du coup, ce texte-là, qui n'a pas été édité, qui a été publié uniquement dans la revue Vlasta, en supplément, pour les très pointus, on va vous le lire là aujourd'hui, un petit extrait ensemble. On va vous faire un petit le petit dialogue de Don Quichotte. Et si on vous lit ça, c'est parce qu'en fait, ce texte va être édité chez Gallimard à la rentrée dans la collection imaginaire, et que du coup, ils nous ont autorisé à lire un petit extrait pour qu'on le commente ensuite ensemble. Donc, nous sommes là dans une scène où Clémence est Quichotte lesbienne du coup, et je suis une sœur. On vous laisse interpréter ce que sœur peut signifier. Que les livres sont dangereux parce qu'ils prônent de nouveaux genres de vie, on le voit à l'évidence dans le fait que tu entraînes avec toi cette pauvre Panza, qui pour te suivre abandonne mari et enfant. Elle est comme toi devenue la risée du village, et tout le monde se moque de ses prétentions à vouloir gouverner une île que, dit-elle, tu lui as promise. Panza est libre de me suivre ou de ne pas me suivre. De plus, elle touche un salaire à mon service. Je ne vois pas que ni son mari ni ses enfants bénéficient à la fois à partir sur les routes. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Il y a aussi, pour parachever le bel édifice de tes fables, une certaine Dulcinée du Toboso, à qui tu dédies toutes tes aventures, pour laquelle tu jeûnes, fais pénitence, et toutes sortes d'excentricités dont je ne veux même pas parler, et que, dit-on, tu songes à inviter à courir le monde en ta compagnie. Et quand cela serait ? Mais Quichotte, à quoi cela ressemble-t-il ? Et comment crois-tu que tout cela va finir ? Je m'étonne déjà que tous ces maris et pères abusés ne soient pas mis à ta poursuite pour t'achever à coups de fourche. Tu as déjà eu un jour la Sainte Inquisition à tes trousses. Ma sœur, je vois bien que tu profites de me voir enfermée dans cette cage pour me faire un ramassis de beaux sermons qu'il y a longtemps que tu brûlais de me faire. Mais patience, je suis l'aînée, que je sache, et n'ai de conseils à recevoir de personne. Tu es l'aînée, soit. Et tu peux, à ta guise, dilapider le peu de biens dont la famille dispose. Mais je serais curieuse de savoir comment tu expliques quelque chose d'aussi hors du commun que ton attachement pour Dulcinée du Toboso. Depuis quand les chevaliers errants doivent-ils expliquer l'amour qu'ils ont pour leur dame ? Tristan pour Iseult, Lancelot pour Guenièvre. Y a-t-il quelque chose de plus honorable que le service qu'ils leur font, à tel point que dans les cas que je viens de te nommer, les maris de ces dames eux-mêmes les ont soutenus en leur pouvoir, voyant que la gloire leur en revenait aussi, car la bravoure bien exercée ne laisse rien dans l'ombre et jette son éclat non pas sur une, mais sur 1000 personnes, sur toute une cour, depuis le plus petit marmiton dans la cuisine jusqu'au roi sur son trône. Et rien de tout cela ne se fait sans l'amour que les chevaliers ont pour leurs dames. Soit, mais outre que ton cas est un peu particulier, toi, non contente de manifester ta bravoure pour Dulcinée du Toboso, tu es décidée, dit-on, à l'engager à en partager l'exercice. Dis-moi, est-ce bien vrai ? Il est vrai qu'au siècle dernier, on s'y connaissait mieux en armes. Les dames et les bourgeoises avaient leurs propres armures, non seulement pour aller aux croisades, mais pour défendre leur village, à Angers, Orléans, Beauvais, Carcassonne, Toulouse. Iseult s'assurait elle-même que l'arc de Tristan était tendu comme il convient. Bien des dames entraient en secret dans la lice pour éprouver elles-mêmes la bravoure et l'excellence des chevaliers qui les servaient. Moi-même, je me suis mise tard à l'exercice des armes, et je ne doute pas que la sans égale Dulcinée... Allons donc, il ne s'agit pas de ça. Mais où as-tu vu, dis-moi, ou lu
de deux dames chevaliers qui partent ensemble redresser les torts et l'injustice, les armes à la main. On est donc quand même sur un dialogue où il y a quand même beaucoup de choses résumées à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste? On a fait 2-3 petits clins d'œil à la salle comme ça, mais on est quand même sur des dames chevaliers qui sont ensemble. Et quel est le texte exactement? Situation particulière ou quelque chose comme ça? Quand même. Ouais, moi en fait, ce qui m'a marqué aussi en lisant cet extrait, c'est que qu'est-ce que c'est de réécrire donc Don Quichotte, c'est un roman fondateur de l'histoire du roman. Il est considéré comme le premier roman moderne. Et en fait, elle vient réécrire ce roman fondateur avec que des femmes et des lesbiennes, et même par exemple sur le rapport de Quichotte à sa dulcinée. Finalement, il ne fait pas que la désirer. La Wittig, donc qui est Quichotte, non seulement elle désire Dulcinée, voilà, elle veut être avec elle, mais elle veut en faire sa camarade de lutte, sa camarade de voyage. Elle veut qu'elle combatte à armes égales. Donc on voit aussi que c'est ça aussi un point de vue lesbien en littérature, c'est que là où il pourrait y avoir un rapport dans le Quichotte historique de Cervantes, un rapport asymétrique où finalement Dulcinée elle est juste le réceptacle du désir de Quichotte, chez Wittig, le Quichotte lesbien, non seulement elle désire Dulcinée, mais elle veut aussi qu'elle soit son égale et qu'elle combatte ensemble. Et en quelques mots, comment est-ce qu'on décrirait du coup les moulins à vent, puisqu'on arrive à la fin de la mission, il faut faire vite, mais ce serait quoi les moulins à vent du coup dans le Voyage sans fin, version lesbien? Les moulins à vent dans version lesbien, peut-être que c'est justement l'hétérosexualité, peut-être que c'est aussi les féministes hétéros qui finalement, en refusant peut-être de penser l'hétérosexualité, empêche une pensée, empêche des paroles, et donc oui, elles se battent contre des moulins à vent, mais bon, ce serait dire que c'est vain que ce combat-là, donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, on peut se dire qu'elles combattent la société hétérosexuelle, peut-être. On vous laisse méditer ça. En quelques mots pour finir, pourquoi est-ce que, on l'a dit en tout début de l'émission, Monique Wittig, elle n'a pas forcément marqué en fait l'histoire du féminisme français, on la cite pas forcément régulièrement, pourtant elle revient récemment, elle revient de plein de manières, elle revient sur Instagram, et c'est pas, c'est pas un petit média que de dire qu'il y a énormément de femmes en fait lesbiennes qui recitent Wittig aujourd'hui, qui font de l'explication de texte dans le milieu militant, qui disent attendez mais elle a dit des choses qui quand même nous parlent d'aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle revienne? Est-ce qu'il y a une hype Wittig et comment ça se fait que ça revienne maintenant en 2021? Je pense que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette hype Wittig ou dans l'engouement qu'elle peut susciter ces dernières années. Je pense que ça a été aussi un endroit, les réseaux sociaux, où on a pu à la fois exprimer des opinions minoritaires, donc il n'y avait pas forcément droit de citer dans les espaces médiatiques traditionnels. On l'a vu pour l'afroféminisme, par exemple, mais je pense que c'est aussi le cas pour les mouvements minoritaires, lesbiens notamment, et à la fois comme lieu de conscientisation politique, où on s'affirme lesbienne, où on s'affirme gay, ou qu'on fait son coming out trans, par exemple, comme ça a permis de visibiliser finalement ces opinions là, qui n'existaient pas par ailleurs, et puis de se partager des textes. Donc oui, on a des citations de Wittig qui se retrouvent en story Instagram. Ça permet de faire circuler sa pensée. Je pense que aussi convoquer Wittig, ça permet de convoquer une critique de l'hétérosexualité qui là, forcément, à la faveur de MeToo, enfin forcément, pas forcément, mais en tout cas à la faveur de MeToo est peut-être devenu plus... C'est démocratisé, on va dire, puisque on nomme non seulement les violences sexuelles, mais on nomme aussi les agresseurs, sans les mettre à distance. C'est plus, c'est notre père, notre frère, notre camarade d'école, et en nommant les hommes, on nomme aussi, du coup, un système politique dans lequel en fait ils sont pas seulement... on critique l'hétérosexualité. Et puisqu'elle critique aussi la binarité des genres, tous ces thèmes-là, ils ont acquis une certaine visibilité, et elle est absolument centrale pour penser et la critique du binarisme et les rapports sociaux de sexe. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est reconvoquée.
On aurait pu discuter pendant encore environ 1 heure, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on quitte la scène. Donc du coup, je vais te remercier beaucoup, Clémence. Donc Clémence Alzard, allez écouter tout ce qu'elle fait pour France Culture, notamment en tant que documentariste radio. Allez relire aussi, ou lire tout court Wittig. Il y a quelques textes dont on a parlé aujourd'hui, il y en a d'autres aussi, mais vous pouvez trouver tout ça facilement, de plus en plus facilement, en tout cas, j'espère. Voilà, cette émission hors série, on l'a enregistrée en public pendant le Binge Audio Festival, voilà, au Wonderland de Paris. Donc merci aux équipes du lieu qui ont permis l'enregistrement, Rosalie Verelst, Étienne Brûle, France Damoison, et merci à toute l'équipe de Binge Audio aussi. Donc à Anaïs Daïka qui a rendu ce festival possible, à Mathieu Thévenon qui est là à la technique, Mathis Grosot à la com, Naomi Titi, Lorraine Bess ont fait les lectures, et puis ce qu'on parle de lecture aussi, grand merci à Gallimard qui nous a permis de lire un passage du Voyage sans fin qui sera bientôt édité. On a aussi lu Le corps lesbien et Les guerrières, allez lire. Merci au public, merci à toi Clémence encore, et merci évidemment à Monique, forcément.